Mesdames et messieurs, en vos très nombreux titres et qualités, je suis très heureux de vous retrouver ce matin après une journée. Alors, tu ne m'as pas demandé, Ripsimé, quel était mon mot. Moi, j'aurais retenu la vitalité des territoires, mais connaissant mes origines, ça ne te surprendra pas. Et j'aurais commencé cette journée par remercier les organisateurs, non seulement de m'avoir invité, mais aussi d'avoir su organiser hier une journée particulièrement dense, active, inspirante et, je n'en doute pas, productive pour la suite de nos travaux. Alors, Ripsimé, tu m'as lancé un défi. En moins de 15 minutes, vous présentez la stratégie nationale de résilience et c'est retombé sur les collectivités territoriales. Je vais tenter de le faire, mais avant, je prends un tout petit temps pour vous présenter le SGDSN, puisqu'hier, il était question d'acronyme, et que le HSFNCTP a été massacré à de nombreuses reprises. Et j'ai une pensée émue pour mon collègue Julien Marion, qui représente ce soir la DGCGC, dont d'ailleurs les organisateurs n'ont pas su mettre le G dans l'accroche de son nom. Donc je vous incite à le faire avant son arrivée. Il est directeur général et pas directeur. Voilà. Tout d'abord, donc, permettez-moi juste quelques mots très rapides pour vous présenter le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, dont sans doute un certain nombre d'entre vous a déjà entendu parler, mais que vous ne connaissez pas forcément. Il a pourtant été créé en 1906, sous l'acronyme à l'époque de SGDN, puisque le S pour sécurité n'a rejoint le D de défense qu'à la fin des années 80. C'est un service du Premier ministre, ce qui me permet de vous parler jusqu'à 10 heures. Ensuite, j'assisterai aux ateliers en tant que citoyen. Il assure diverses missions de coordination interministérielle dans le champ de la défense et de la sécurité nationale fixées par le Code de la défense. Il assure notamment, et c'est pour ça que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, le secrétariat du Conseil de défense, comme le SGG assure le secrétariat du Conseil des ministres. Il coordonne les travaux du Conseil de défense et de sécurité nationale, ses travaux de préparation, le suivi des orientations et les décisions prises. Le SGDSN regroupe 1 millier d'agents. Les effectifs se sont accrus ces dernières années, autre signe de la hausse des risques et des menaces qui se sont traduits par une augmentation de ces missions. On a ainsi créé, il y a 3 ans, Viginum, face aux ingérences et à la désinformation, et l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui, face à un accroissement des attaques cyber et l'accroissement des risques et menaces de toute nature, a vu ses effectifs dépasser les 500 personnes. À partir de maintenant commence mon défi Ripsimé. Mon intervention se déroulera en 3 temps. Je commencerai par resituer le contexte dans lequel la stratégie nationale de résilience a été conçue et présenter ses attendus. Puis je vous rappellerai les responsabilités des acteurs de la gestion de crise au niveau local. Et enfin, dans la dernière partie, je développerai le rôle de toutes les composantes de la société et naturellement des citoyens au cœur des réflexions de notre séminaire. Tout d'abord donc, dans un monde dangereux, il faut se préparer. Au-delà du contexte international particulièrement tendu, conflit en Ukraine, au Proche-Orient et des menaces hybrides, cyber, numériques, désinformation, auxquelles nous sommes confrontés, la multiplication des catastrophes naturelles est manifeste. Les chiffres que je vais vous citer maintenant sont issus du rapport annuel de l'Agence de l'ONU sur les risques majeurs, qui a recensé entre 2000 et 2019 plus de 7000 catastrophes majeures, tuant plus d'1 million de personnes, affectant plus de 4 milliards, dont beaucoup à plusieurs reprises. Le coût de ces catastrophes est estimé à environ 3 000 milliards de dollars en pertes économiques. Et l'on observe des accroissements du nombre et de l'intensité dans toutes les catégories, avec sur 20 ans un doublement des tempêtes et des inondations et un triplement des canicules. La crise Covid a provoqué une prise de conscience. Notre monde est fragile face aux crises et aux multiples menaces,
et nous ne sommes pas suffisamment préparés. Il faut donc nous renforcer, aller vers plus de résilience. Dans son discours sur le confinement, qui a d'ailleurs été cité hier, le président Macron a énoncé « Il nous faut bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, seules pouvant permettre de faire face aux crises à venir. » C'est presque à ce moment que l'Assemblée nationale a lancé une commission d'information sur la résilience de la nation, dont le rapport a été adopté à l'unanimité à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'était en février 2022, comme quoi les temps peuvent changer rapidement. À la même période, sur mandat du Premier ministre, le SGDSN a piloté l'élaboration de la stratégie nationale de résilience. Cette stratégie concerne en premier lieu l'État, y compris sa dimension territoriale, et prévoit l'intervention progressive de l'ensemble des acteurs clés, collectivités territoriales, opérateurs économiques, sociétés civiles, associations et plus largement la population. La stratégie nationale de résilience, la SNR, voilà encore un acronyme de plus. Alors, tu voulais que je fasse un sondage, Ripsimi, on va le faire en direct. Avant de venir ici et de m'entendre, qui avait déjà entendu parler de la SNR? C'est pas mal, 50%. Quand je fais ce sondage dans d'autres lieux, je suis généralement en dessous de 10. Donc c'est quand même plutôt rassurant de voir que les acteurs en ont quand même un peu entendu parler. Elle a été validée par le cabinet du Premier ministre en avril 2022 et est désormais suivie par le Comité interministériel pour la résilience nationale, le CIRN, sous la présidence du directeur de cabinet du Premier ministre ou de la Première ministre, suivant les périodes ou de personnes en ce moment. Le SGDSN pilote le suivi de la SNR pour avoir un État préparé aux crises de demain et renforcer la résilience de tous les acteurs. Cette stratégie comporte 73 actions regroupées autour de 3 axes: préparer l'État aux crises, développer les ressources humaines et les capacités matérielles pour faire face, adapter la communication publique aux enjeux de résilience. Elle doit permettre de répondre aux chocs de toute nature, terrorisme, catastrophes naturelles ou technologiques, cyber, sanitaires et autres, en développant une culture de la continuité d'activité. Le SGDSN a ainsi développé un guide de la continuité accessible en ligne et qui concerne toutes les organisations, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur nature. C'est le moment corporate, vous tapez dans Google ou votre navigateur préféré guide continuité activité et normalement vous tombez sur le site du SGDSN. La démarche est simple et robuste. On part de l'observation de ce que l'on est, environnement, processus de fonctionnement, pour identifier ses vulnérabilités et les priorités de maintien d'activité. Il en découle des plans de continuité qui doivent être testés lors d'exercices pour voir ce qui marche et corriger ce qui ne va pas. Le processus se poursuit de manière vertueuse au travers de rétex qui permet de faire évoluer les plans et donc d'améliorer le bon fonctionnement de la structure en cas de crise, mais aussi en temps ordinaire par des exercices successifs. J'en viens maintenant à la responsabilité des acteurs de la gestion de crise. C'est une évidence, mais parfois faut-il le rappeler, sur le territoire national, la gestion opérationnelle des crises relève de la responsabilité des préfets de département qui, en tant que représentants de l'État, a un rôle prédominant dans la gestion d'une situation de crise, rappelée dans l'article 5 du décret du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets. Il est, je cite, « responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale. » Le préfet est à ce titre le DO, le directeur des opérations. Les pouvoirs du préfet de département sur son territoire, sur les autorités municipales et sur les entreprises sont précisés par le Code général des collectivités territoriales, notamment dans son article L2215-1. Je vous cite notamment 2 dispositions particulièrement importantes. Il peut se substituer, il c'est naturellement le préfet, au maire si le maintien de l'ordre est menacé dans 2
ou plusieurs communes. Il peut aussi réquisitionner tout bien ou tout service et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin. Vous aurez noté que dans cette formulation, l'ordre public ne précise pas la nature du désordre qui est observé. C'est vraiment tout risque et toute menace. État et collectivités territoriales sont alors tous acteurs en complémentarité et partenariat face aux crises. En temps ordinaire, le binôme maire-préfet ou président de département, président de région, président d'intercommunalité est le socle du fonctionnement des services publics en France. Pour mémoire, l'article 1 de la Constitution pose le rôle et la place des collectivités territoriales. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Son organisation est décentralisée. L'échange en transparence est donc la base du bon fonctionnement des pouvoirs publics en région. Qu'il s'agisse des transferts d'images des centres de surveillance urbains vers la police nationale ou de l'organisation d'exercices, les habitudes de travail en commun sont nombreuses. Lors des crises, les collectivités territoriales, grâce à leurs compétences humaines et leurs ressources matérielles, apportent une contribution décisive. Le binôme maire-préfet, dont les rôles respectifs, je l'ai déjà dit, de directeur des opérations pour le préfet et de DOS, directeur des opérations de secours pour le maire, sont inscrits dans le Code de la sécurité intérieure. Ils sont donc au centre de l'action en cas de crise. La réponse se conçoit de l'amont vers l'aval, notamment grâce à l'action des SIDPC, encore un bel acronyme, services interministériels départementaux pour la protection de défense, pour la protection civile. Ils doivent assurer l'élaboration et la centralisation des plans communaux de sauvegarde et des plans intercommunaux de sauvegarde, institués par la loi Matras, qui devait être en place d'ici 2 ans, l'entraînement et l'exercice conjoint, les rétex post-crise et les exercices. Les services de l'État et des collectivités territoriales doivent donc se connaître, collaborer, échanger sur les rétex pour avoir une action optimale. Et là, ce sera le deuxième moment corporate. Je vous invite à aller consulter un autre site que nous avons créé après un travail interministériel, notamment avec les ministères de l'Intérieur et de l'Environnement. Donc c'est un travail qui a donné lieu à la production d'une base commune qui a permis de développer un site de formation pour les agents publics de l'État disponible sur le site Mentor de la DGFP. Pour ceux d'entre vous qui ont une adresse en .gouv.fr, vous pourrez aller le consulter. Pour ceux d'entre vous qui ressortent du monde territorial, il est accessible sur la plateforme du CNFPT. Et pour ceux d'entre vous qui sont élus ou rien de tout ce que j'ai dit avant, vous pourrez aller le voir sur la plateforme que nous avons mise en ligne au mois de septembre avec le CNED, SNR, comme stratégie nationale de résilience, _du6, élu sans accent naturellement, .cned.fr, snr-élu.cned.fr. En 1h15, 1h30, vous avez fait le tour de tout ce qu'il faut savoir sur la SNR et les moyens de se mettre en mouvement. Le maire, le DOS, a une réelle responsabilité dans l'anticipation des crises et dans leur gestion. Il est l'autorité de police administrative au nom de sa commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité et salubrité publique. Il a l'obligation, ça a été évoqué hier, j'y reviens, c'est un point très important, d'établir un document d'information qui recense les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter sa commune, le DICRIM. Mais, contrairement à ce qui a pu être dit hier, son rôle ne s'arrête pas à la diffusion du DICRIM. Il doit aussi s'assurer d'une information régulière et des évolutions qui peuvent intervenir sur son territoire. C'est donc un travail permanent à charge des élus municipaux. Il a un rôle essentiel d'identification des risques, de prévention et d'information de la population sur ces risques. Le plan communal de sauvegarde et le plan intercommunal de sauvegarde sont des documents d'organisation globale, de gestion des événements selon leur nature, leur ampleur et leur évolution. Au niveau communal, ce plan prépare la réponse opérationnelle afin d'assurer la protection de la population lors des crises. Au niveau intercommunal, ce plan assure la coordination et la solidarité de la gestion des événements pour les communes impactées. Julien Marion vous dira sans doute en fin de matinée
qu'un travail avec les associations d'élus et la DGCGC a permis la publication de 2 guides, l'un pour le plan communal, l'autre sur le plan intercommunal, qui sont accessibles. Là, ce n'est pas sur le site du EGDSN, c'est sur celui du ministère de l'Intérieur. Outre leurs ressources humaines et matérielles, les communes possèdent d'importantes capacités d'action dans des domaines essentiels. Elles exercent leurs compétences, en particulier sur les écoles, dans les domaines du sport, de l'environnement, des transports urbains. Elles disposent également d'une compétence générale en matière de sécurité et participent au dispositif d'alerte et d'information. Les autres collectivités territoriales, départements, régions, par leur maîtrise sur les transports, collèges, lycées, routes, actions sociales, toutes compétences et moyens utiles en cas de crise. Enfin, la société tout entière est concernée par ces préoccupations de résilience. Les entreprises, les associations, les citoyens. Les entreprises, en effet, produisent des biens et des services essentiels à la vie de la nation. En cas de crise, la continuité de leur activité et la disponibilité de l'appareil productif seront essentielles. Elles doivent donc placer la réduction des risques au cœur de leur stratégie d'entreprise, évaluer les vulnérabilités d'approvisionnement et mettre en place les mesures nécessaires de mitigation, diversification des fournisseurs, relocalisation, stockage stratégique de matières essentielles, constituer, tester, améliorer leur plan de continuité d'activité, diffuser une culture du risque aux salariés et collaborateurs. Les citoyens, ça a été évoqué à de nombreuses reprises hier, ont démontré leur désir de participer et contribuer à la vie de la nation lorsque celle-ci traverse des moments tragiques de son histoire. Récemment, nous l'avons pu observer encore lors du premier confinement, lors des incendies de Gironde, des inondations dans le Pas-de-Calais et encore en Espagne, à Valence. L'engagement au sein de la collectivité demeure toutefois complexe. Il est souvent le fruit d'initiatives spontanées, mal ou peu encadrées. La connaissance précise des risques et des menaces demeure imparfaite. La place et le rôle des associations, et pas seulement les associations de sécurité civile, sont à préciser. Pour rappel, il existe pourtant beaucoup de canaux de diffusion vers les citoyens. Tout d'abord, on ne l'a pas évoqué hier, c'est un nouveau portail, nouveau maintenant, il a un peu plus d'1 an, qui est le portail gouvernemental risque.gouv.fr. Ce portail regroupe sur une seule page d'accès le renvoi vers l'ensemble des sites institutionnels offrant des informations à la population sur les risques et menaces du territoire. FR Alerte, ça a été largement évoqué. Le PIMS, alors ce n'est pas un gâteau à l'orange, c'est le plan individuel, enfin c'est aussi un gâteau à l'orange, c'est le plan individuel de mise en sûreté. Le guide de la résilience sur le site du ministère de l'Intérieur. Les sites du EGDSN que j'ai déjà cités, mais aussi celui sur Vigipirate. Le DICRIM, produit par la commune. Les commissions locales d'information et commissions de suivi de sites. Et il y a aussi différentes possibilités d'implication pour les citoyens. Les réserves, je n'y reviens pas, on en a beaucoup parlé hier. Le service national universel pour les plus jeunes. La JNR, la Journée nationale de la résilience du 13 octobre, qui est, je le rappelle, une date qui n'a pas été inventée en France, mais qui est la reprise d'une date internationale fixée par l'ONU et qui fonctionne de mieux en mieux, notamment sur les territoires dans lesquels le binôme maire-préfet et les relations entre le site PC et les services des collectivités sont importants parce que ça développe beaucoup d'actions. Hier, vous avez entendu la collègue de Bordeaux dire qu'ils avaient eu des dizaines et même centaines de propositions d'actions. On relève comme cela dans des endroits des choses absolument étonnantes et qui amènent du coup à ce que la journée devienne plusieurs journées, voire semaines. Il y a évidemment de nombreux dispositifs de solidarité, notamment de voisinage, et les associations. Sur le plan national, je cite à nouveau la plateforme jeveuxaider.gouv.fr qui permet d'avoir un engagement lorsque l'on ne sait pas citoyen sur un territoire où se rendre. Et puis, naturellement, les formations aux gestes qui sauvent. Comme vous le voyez, je t'assure, Rupsimé, j'en ai terminé, la SNR embrasse de nombreux sujets de la préparation à l'exercice et l'engagement. Au-delà des premiers résultats positifs tels que le succès de la plateforme
lancée en septembre pour la sensibilisation des élus, l'ASNR doit désormais s'inscrire dans une nouvelle dynamique qui pourrait être l'occasion de la recentrer autour de quelques priorités, et j'en citerai ici 3. Faire des citoyens des acteurs à part entière de la résilience de la nation, assurer en tout temps et en tout lieu la continuité d'activité, prévenir les ruptures d'approvisionnement et constituer les stocks stratégiques. L'État assume la responsabilité première en cas de crise et coordonne les moyens. Mais les communes et leurs maires sont au cœur de la résilience. De la qualité de leur préparation dépend la qualité de la réponse. Les citoyens et les associations ont naturellement un rôle à jouer dans cette dynamique au regard du contexte actuel et des enjeux auxquels nous devons tous collectivement faire face. Je sais que chacun d'entre vous y contribue et je vous en remercie. Par son haut patronage, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale soutient la démarche de ce colloque et nous continuerons à nous y investir en rejoignant votre comité de suivi.